bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau présent avec nous pour un nouveau webinaire de l'Annexe Centre. Donc, ce soir, on est en présence de Jérôme Reviscoul, qui est président de la commission durabilité de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Et du coup, on va parler de CAC vert. Je te laisse te présenter, Jérôme. Oui, bonjour à tous, je ne sais pas combien vous êtes. C'est la surprise. Enchanté en tout cas. Donc oui, Jérôme Reviscoul, je suis comme vous, hein. Moi, je suis commissaire compte, je suis expert comptable. Je suis élu à la Compagnie de Versailles et en effet, j'ai le privilège d'être le président de la commission durabilité. Donc, je suis aussi membre de la commission durabilité nationale, en fait, sur la partie audit. Et je travaille aussi au CNOPC, donc à l'équivalent de l'ANC, mais pour les comptes publics, hein, c'est le conseil de normalisation des comptes publics sur la mise en place justement d'une norme, en fait, d'un système en fait, lié à la durabilité pour notamment, pour globalement le secteur public au sens large, mais je travaille en particulier sur le secteur public local. Voilà. C'est-à-dire en fait les mairies, les EPCI, tous les satellites, etc., que vous pouvez trouver dans cet environnement-là. Et donc, au sein du groupe Afigec, je travaille sur la durabilité depuis un certain temps. Nous, on est OTI, donc au COFRAC depuis 2013, donc c'est quand même assez ancien. Et donc, on a eu tout le passage, voilà, des PEF, société à mission, etc. Et puis, évidemment, on a un certain nombre d'associés qui ont suivi la formation en durabilité, la durabilité. Donc, évidemment, j'en suis titulaire. Et donc voilà, voilà pour un petit peu les informations que je peux vous donner. Puis je fais aussi du CAC bleu, hein, comme tout le monde, hein, je précise, je ne fais pas que du CAC vert. Qu'est-ce que pour toi la différence principale qu'on va avoir entre le CAC bleu et le CAC vert? Alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs. Alors, selon moi, il y a plusieurs différences qui sont importantes. Le CAC bleu, comme vous le savez, finalement, on va travailler sur les comptes, finalement, sur une année donnée, avec, vous savez, cette notion de matérialité, finalement, cette notion de seuil de signification qui est importante. Le seuil de signification, je vous rappelle qu'il est déterminé quand même en fonction, finalement, on va dire d'une logique qui est de dire, finalement, est-ce qu'un lecteur avisé des comptes pourrait avoir une opinion différente en fonction, effectivement, de l'opinion qu'on va émettre. Et donc, c'est ça qui nous amène éventuellement à mettre des réserves ou éventuellement à refuser de certifier. Là, dans le CAC vert, en fait, il y a une grosse différence, c'est qu'en fait, selon moi, les parties prenantes sont beaucoup plus larges. C'est qu'en fait, vous pouvez avoir pas que des lecteurs avisés des comptes, vous pouvez avoir des lecteurs avisés des comptes, mais pas que. Vous pouvez avoir aussi, je sais pas, des associations locales, des gens qui finalement bénéficient ou subissent les externalités de l'entreprise. Donc, par un exemple tout bête, je sais pas, vous avez une boîte qui prélève de l'eau pour refroidir son usine en bordure d'une rivière, et parmi les parties prenantes, vous pouvez avoir, ça s'appelle les communautés affectées, vous pouvez avoir, je sais pas, l'association des pêcheurs du coin. Donc, en fait, on est sur des schémas qui sont un petit peu différents et qui sont, en fait, plus facilement un peu plus larges. Donc, ça modifie un peu l'analyse de risque qu'on peut faire, évidemment, puisqu'on ne va pas appréhender des mêmes façons. Ça va donc modifier l'appréciation des risques qu'on peut avoir, en effet. Puis, ça peut nous, en effet, quelquefois, aller sur des sujets qui sont un petit peu différents de juste, finalement, la sincérité des comptes, etc. Donc, voilà. Mais les comptes font partie, finalement, des éléments. Pour moi, de ce point de vue-là, c'est quand même une grosse différence, en tout cas qui est importante. Mais sinon, par contre, sur la partie, on va dire, audit pur, c'est-à-dire finalement récolte d'éléments de preuve, mise en place de procédures d'audit, analyse des risques, etc. On est sur des schémas finalement intellectuels qui sont assez identiques en fait. Hein. L'audit RSE, c'est de l'audit. Il ne faut pas se dire qu'on est là pour... voilà. Il y a des informations qui sont données dans un document, un rapport RSE, par exemple, un rapport de durabilité. Donc ça, c'est l'objet qu'on va étudier, qu'on va auditer. Et cet objet-là, finalement, on va s'assurer que les informations qui sont à l'intérieur sont pertinentes, qu'elles correspondent à une réalité, qu'elles sont faites de façon objective et qu'elles ne sont pas juste là pour faire du greenwashing. Mais on est vraiment sur des schémas intellectuels qui sont assez proches, en fait. Donc pour moi, c'est pas
C'est la différence. Je trouve la différence, c'est vraiment sur l'analyse de risque, en effet, et puis cette notion de partie prenante qui est beaucoup plus large. Et quelles informations on va retrouver majoritairement dans ces rapports justement de durabilité? Alors, dans les rapports de durabilité, en fait, les informations, normalement, elles sont déterminées finalement par les normes, hein. C'est ce à quoi servait la CSRD, les ESRS, hein. Alors après, en effet, il y a des modes un petit peu qui ont évolué, qui ont enlevé un certain nombre de data points, etc. Mais en réalité, on retrouve toujours un petit peu près la même chose pour moi. Et finalement, c'est assez logique. On a finalement c'était pareil pour la déclaration de performance extra-financière. D'ailleurs, on a à peu près la même dimension. C'est-à-dire qu'on a dans un premier temps une description finalement du modèle d'affaires, du modèle économique finalement de l'entité ou des modèles économiques de l'entité, parce qu'on peut très bien en avoir plusieurs qui coexistent. Donc ça, c'est un élément important. À partir de ça, finalement, on en tire une réflexion sur un format d'analyse de risque en disant, finalement, comme je suis dépendant du pétrole, j'ai par exemple une dépendance forte par exemple à la volatilité du cours du pétrole ou du carburant ou des énergies fossiles, etc. Et donc finalement, je vais en tirer des conclusions. Donc les fameux HEROES, les RISOs, c'est impact, risque, opportunité. Donc en fait, c'est bien quel impact j'ai potentiellement, quels sont les risques que je vais adresser et éventuellement quelles opportunités finalement vont être générées. Et finalement, on va découper les choses dans cette analyse-là en prenant en compte, du coup, ce que je disais tout à l'heure, globalement, plus de parties prenantes. C'est qu'on va travailler finalement en disant, tiens, voilà, mes pêcheurs du coin, comme je prélève de l'eau dans la rivière, et précisément, ils peuvent être partie prenante. Ils peuvent avoir quelque chose à dire. Je vais m'intéresser sur les externalités positives et négatives éventuellement que je génère. Donc, l'externalité, c'est les effets induits finalement. Un exemple, par exemple, une petite boîte locale dans un secteur rural, par exemple, qui emploie 20 salariés, en fait, autour, elle fait vivre une centaine de personnes, 100 à 200 personnes. Parce que du coup, l'activité qui est générée, la richesse qui est créée à cet endroit-là, en fait, va y avoir, ça va faire vivre les familles des salariés. Les familles des salariés vont faire vivre le boulanger, le restaurant. Ça va faire que du coup, ça va générer plus d'enfants et donc il va y avoir besoin d'une école. Ça va donner des taxes foncières, enfin des impôts locaux à la mairie ou à la commune qui va pouvoir du coup faire d'autres choses, et ainsi de suite. Et c'est ça aussi qui est étudié, cette notion d'externalité. Donc c'est des sujets qui sont assez intéressants, pour moi, qui relèvent plus d'un angle stratégique, mais qu'il ne faut absolument pas limiter finalement aux sujets environnementaux, hein. Dans la RSE, il y a vraiment les sujets environnementaux, il y a les sujets sociaux, sociétaux, et puis il y a tout ce qui est lié à la gouvernance. Et on parle aussi de ESG, là, environnement, G, c'est pour ESG social, sociétal, et puis tout ce qui est G, c'est la gouvernance, finalement, la façon dont on pratique nos modèles d'affaires. Et finalement, pour moi, la question à laquelle doit répondre l'entreprise, d'abord, c'est finalement comment est-ce que je vais faire évoluer mon modèle d'affaires en tenant compte de tous ces trucs-là pour finalement produire mieux. En fait, c'est ça la vraie question, c'est produire mieux. C'est pas produire plus, c'est pas produire moins. On n'est pas dans un schéma de décroissance, on est dans un schéma de produire mieux. Donc produire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser mes ressources, les utiliser à bon escient, en payant les gens correctement, en générant des externalités de plus en plus positives si possible, en essayant de polluer le moins possible. Voilà. C'est ça la vraie question en fait. Et ça, selon moi, ça relève plus d'une démarche stratégique que d'une démarche. Voilà, on va pas planter des arbres si on doit planter des arbres. Je vous donne un exemple. Moi, je suis l'OTI de grands confrères de cabinets importants. Enfin, c'est pas secret parce que vous pouvez les regarder. Par exemple, du KPMG, c'est moi qui signe leur rapport de durabilité. Évidemment, les arbres chez eux, c'est pas vraiment un sujet. Une société de service, c'est pas vraiment un sujet. Donc, finalement, il faut que les sujets qu'on va adresser, ils soient adaptés, finalement, au modèle d'affaires. Donc, c'est quand même un des éléments importants. Je peux très bien mettre des actions en place qui sortent un petit peu de mon cadre, mais en réalité, il faut toujours que j'ai quand même une cohérence entre ce que je fabrique, ce que je produis et finalement l'action positive que je peux avoir globalement sur mon environnement. Et donc, c'est bien dans ce cadre-là que finalement on s'inscrit. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, en fait.
D'après toi, quels sont les principaux malentendus que les entreprises peuvent avoir sur les enjeux durables? En fait, le problème, c'est que c'est un tout, en fait. On ne peut pas adresser qu'un sujet en même temps. D'ailleurs, c'est un des principes de la CSRD, là, c'est le DNSH, en fait. Vous savez, je ne sais pas si vous avez ce concept-là en tête, c'est finalement, je vais adresser un certain nombre de sujets de façon positive, mais il ne faut pas que en faisant un truc positif, que j'ai une action négative ailleurs. Je vous donne un exemple tout bête. Justement, c'était un sujet dont on parlait hier en commission, là, au CNOCP, donc pour les comptes publics, c'est le sujet de l'artificialisation des sols. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ouais. L'artificialisation des sols, ça consiste à bitumer, etc., enlever en gros de la terre. Et puis, bon, voilà. Donc, le sujet de l'artificialisation des sols, selon moi, c'est un sujet intéressant parce que d'un point de vue environnemental, on va dire, on va essayer de limiter un maximum d'artificialiser les sols, globalement. On est d'accord. Il faut mieux avoir en effet de la terre, etc. Ça absorbe mieux l'humidité, les éventuels machins, etc. Puis ça permet de gérer la biodiversité, etc. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que dans certains endroits, l'artificialisation des sols, si vous la limitez de façon très importante, vous ne pouvez plus construire en fait. Donc, vous avez un autre problème sociétal qui va venir se poser, c'est le problème du logement. Donc, comment est-ce que vous logez les gens si vous ne pouvez pas construire de bâtiments? Vous voyez, donc on a toujours ce problème-là. On va dire, il n'y a qu'à construire en hauteur. Alors, on va faire des tours très hautes, par exemple. Ok, bon, ça peut être une option. Ça permet d'avoir une emprise au sol moins importante. Mais dans ce cas-là, ça pose d'autres problèmes. Il y a toujours le sujet. Il y a le sujet des éoliennes, par exemple. On dit, l'éolienne, machin, c'est très bien. Blablabla. Puis en fait, les gens vous expliquent que localement, non, alors, c'est pas beau pour le paysage, c'est horrible, ça gêne les faucons pèlerins, je sais pas quoi. Donc en fait, dans tous les cas, on a ces sujets-là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un revers, finalement, je dis toujours, chaque médaille a son revers. Hein. Donc, pour un truc positif, il y a toujours, finalement, quelque part, on peut toujours trouver un truc négatif. Et donc, le tout, c'est pas tellement de. En fait, tout le principe de la démarche, c'est quand même d'en avoir conscience. De dire, si j'ai un truc positif, c'est que j'ai forcément une contrepartie quelque part. Voilà, c'est évident, hein, c'est le principe de la matérialité. Là. C'est la matérialité, je ne sais pas si le concept parle aux gens. C'est un concept quand même Je pense que important, je demande, dans tout ça. La matérialité, hein, la matérialité financière, finalement, hein, qui est liée à l'impact, finalement, de l'environnement sur l'entreprise. Donc, un exemple tout bête. Je vais, enfin, je suis très, très dépendant finalement des énergies fossiles parce que mon activité, c'est pas faire les choses autrement. Très bien. Donc, j'ai une évolution, je prévois une évolution importante, une augmentation très importante, par exemple, du prix des carburants. Bon, c'est un truc d'actualité. Donc, j'ai un impact financier, en fait. Donc, ça, c'est la partie matérialité financière. Donc, c'est un premier. Puis après, il y a la matérialité dite d'impact, qui est finalement quel est mon impact sur mon environnement. Donc, finalement, en prélevant de l'eau, donc je ne modifie pas l'eau, je vais juste l'utiliser pour refroidir mes installations de production. En prélevant de l'eau, en fait, je vais avoir un impact finalement sur mon environnement. Donc, par exemple, je vais modifier finalement, pour ceux, moi j'ai une formation scientifique à l'origine, pour ceux qui ont fait un peu de thermodynamique, quand je prélève de l'eau, que je la passe dans des trucs qui réchauffent, l'eau qui ressort, elle est forcément plus chaude que l'eau qui rentre. Hein. Voilà, globalement. Pas vous faire un cours de. Quand vous avez un bain froid et vous mettez de l'eau chaude, il devient tiède. Et donc, ça peut modifier. Enfin, voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et donc, ça peut modifier en substance, justement, la faune locale. Donc, mes pêcheurs qui attrapaient des truites ou du brochet, ils vont peut-être plus attraper, ils vont peut-être plus les attraper, ils vont peut-être attraper d'autres choses. Donc, je vais modifier. Et ça, c'est la matérialité d'impact. Et qui peut avoir un effet en termes de matérialité financière, parce que du coup, il va peut-être falloir que dans mes installations, avant de rejeter l'eau, je mette en place peut-être un système de refroidissement de l'eau de façon à ce qu'elle revienne dans des conditions. On peut très bien imaginer le truc. Donc il y a toujours en fait ces effets en cascade qu'on essaie d'étudier. Donc intellectuellement, c'est très intéressant. Mais ça demande un petit peu d'implication. Et à ton avis, pourquoi est-ce que tout ce qui est audit durabilité est devenu aussi incontournable pour la profession dernièrement? Alors, vous noterez qu'on en parle moins depuis,
Ouais. depuis environ un an, un peu plus d'un an. Parce que finalement, la profession, elle a quand même été pas mal échaudée. Elle a quand même été pas mal échaudée par l'histoire là de. Il y a beaucoup de professionnels, il y a quasiment 5000 professionnels là, qui sont formés quand même aux visas de durabilité. Et puis là, bah, vous noterez qu'on en parle moins. Hein. Enfin, voilà, on est plus sur l'IA, là, par exemple, je sais pas, le congrès de l'IFEC là, à Reims, là, dans 10 jours, là, par exemple, ça porte sur l'IA. Globalement, je crois que le congrès, il parle sur la facture électronique, etc. Enfin, je veux dire, enfin, de nouveau sur la facture électronique, je ne sais plus de quoi parle le congrès là dehors. Je crois que les assises de la compagnie, là, je ne sais plus quel sera le thème, mais pareil, on est sur des trucs. On est un peu sorti de la partie RSE, en fait. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, moi, je suis persuadé que cette démarche-là, qui en réalité est une démarche stratégique, indépendamment de tout ce qu'on peut penser du sujet, etc., parce qu'il y a beaucoup de problématiques de compliance, etc., attachées à ça, ça fait un peu bureaucratique, en fait, un truc, quand vous voyez tous les machins, les ESRS dans tous les sens, etc. Mais indépendamment de ça, cette démarche intellectuelle-là, je pense qu'on ne pourra pas la dissocier du CAC bleu. C'est qu'on ne pourra pas, moi je pense assez vite, d'ici 2-3 ans, peut-être même avant, et déjà c'est le cas, on ne pourra pas finalement dire je certifie les comptes sans me poser des questions finalement de comment j'arrive à ces comptes-là. En fait, c'est ça la question. Vous voyez, un exemple tout bête. Quand vous êtes dans l'industrie extractive, donc, par exemple, j'ai une entreprise qui finalement extrait, alors ça peut être de l'eau, hein, de l'eau minérale, c'est quelque part une forme d'extraction, mais on peut très bien imaginer aussi je sais pas moi, du pétrole ou du gaz, ou enfin peu importe, dès qu'on extrait un truc. Vous noterez qu'en fait, quand vous extrayez un truc, finalement, qu'est-ce que vous payez? Quel est le coût de ce que vous payez en fait? En fait, vous ne payez pas la matière première. Parce que la matière première, elle est gratuite en fait. Elle vient finalement de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Et en fait, ce que vous payez, dans le prix des cendres, alors il y a beaucoup de taxes, on est d'accord, mais vous payez finalement le coût de l'extraction. Il y a les investissements qui ont été nécessaires pour créer votre mine, pour créer votre usine d'embouteillage, pour créer machin, etc. Mais en fait, la matière première extractive, vous ne la payez pas. Alors qu'en fait, elle a un coût. En réalité, elle a un coût environnemental. Rien que parce que, en fait, ce que vous prélevez aujourd'hui, c'est quelque chose qui génère finalement quelque part une dette vis-à-vis juste des générations futures, en fait. Ce que j'extrais aujourd'hui sur des trucs qui sont renouvelables ou qui ne sont pas renouvelables ou qui sont renouvelables sur des durées très longues, comme le pétrole. Pour ceux qui ne savent pas, le pétrole est en fait une forme de pierre en fait. Enfin, c'est une forme géologique en fait le pétrole. Hein. Enfin, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais c'est un genre de voilà, c'est comme du granit hein, en fait finalement, hein. Comme du calcaire. Hein. Le calcaire en fait c'est du pétrole qui n'a pas réussi. Hein. Alors, je ne sais pas comment dire, mais calcaire c'est du carbone comme tout le monde le sait. Le pétrole c'est du carbone aussi. C'est juste que c'est les conditions de pression. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques peut-être, je ne sais pas. C'est juste les conditions de pression et de chaleur, etc., qui font qu'on n'arrive pas au même résultat. Mais en réalité, le pétrole, c'est issu finalement d'une dégradation de matière carbonée. Hein. Donc c'est comme un élément géologique en fait. C'est pas un truc. Et donc l'extraction du pétrole, donc c'est comme le charbon en fait. C'est juste que le charbon, c'était pas les mêmes conditions de pression et de température. Pareil. En fait, ces éléments-là, quand on les extrait, et donc comme ils mettent très longtemps à se reconstituer, c'est très au-delà ça met dans plusieurs générations. Et en fait, du coup, on estime qu'on a une quantité limitée finalement. Donc ça veut dire que ce que j'extrais aujourd'hui, c'est ça la différence avec les énergies renouvelables. Hein, c'est que les énergies renouvelables, elles sont renouvelées finalement à une distance relativement courte. Vous voyez, bon, le soleil, tous les jours, il y a le soleil. Hein, enfin, sauf quand il ne fait pas beau, mais on est d'accord. Ou le vent, de temps en temps, il y a du vent, donc ça se renouvelle, etc. Ça fait pas de... Et le pétrole, en fait, il a une quantité limitée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que j'extrais aujourd'hui, en fait, quelque part, je génère une dette. Alors vis-à-vis de la Terre, vis-à-vis des générations futures, on peut tourner le problème dans tous les sens, mais n'importe. Et finalement, ce sujet-là, il n'est pas adressé dans la compta. Une boîte qui extrait des trucs, elle n'a pas une écriture d'achat vis-à-vis de la Terre.
D'accord? Oui. Voilà. Donc, en fait, la comptabilité ne rend compte que très partiellement, finalement, d'un certain nombre de schémas, en fait, quand on Mmh. réfléchit au problème. Et donc, c'est intéressant, justement, cette dimension RSE, elle permet justement d'intégrer ces niveaux de réflexion au-delà, en fait, d'aller au-delà, finalement, de juste, je constate l'investissement, la machine à forer, le truc, le machin, l'amortissement du truc, mais en fait, c'est que très partiel, ça, en réalité. Et donc, c'est là que D'accord. finalement, on introduit ce biais-là. Et je pense qu'on aura ces évolutions-là de façon. On aura forcément ces évolutions-là à terme, dans la compta, quoi. Est-ce que tu penses qu'il faut développer des compétences spécifiques pour un auditeur RSE par rapport à un auditeur, classique? Justement avoir ce Bah, ce regard un peu extérieur. un auditeur classique, déjà, il a besoin de beaucoup de compétences. Mmh. Comptable, Oui. juridique, social, fiscal, etc. Il a besoin d'être un petit peu même de tout ça, d'apprécier un petit peu les risques, etc., d'avoir un mindset, on va dire, qui lui permet finalement d'appréhender tout ça. L'auditeur RSE, moi je pense que bon, les choses viendront sans doute avec l'expérience, etc. Moi je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'une culture générale un peu au-delà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avoir une culture scientifique, moi je fais de pharmacie en fait avant d'être expert comptable, donc tout ce qui est chimie, etc., c'est des sujets sur lesquels je suis plus à l'aise que la plupart des confrères, on va dire évidemment. Euh, ça permet ça permet finalement d'abord de pouvoir discuter avec les gens, en fait. C'est déjà un premier sujet, parce que du Mmh. coup, quelquefois, en fonction d'un technicien qu'on a, etc., on peut être amené à discuter. Et ça permet de comprendre, en effet, peut-être un peu mieux les enjeux, quoi. Vous voyez, bah, des connaissances minimales en physique pour comprendre ce qu'est un principe thermodynamique, par exemple, c'est un sujet qui est... Enfin, ça, quoi qu'on dise, ça aide dans ces domaines-là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est évident qu'on comprend tout de suite un peu plus vite les concepts. Mais vous avez des principes qui sont quand même intéressants. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple, vous avez un principe en physique générale qui est le principe d'Eisenberg. Donc, il y a un truc intéressant. Le principe d'Eisenberg, ça consiste à dire en réalité que quand vous étudiez quelque chose, vous en modifiez la substance. Ça vient d'un principe que dire bah, finalement, pour regarder l'infiniment petit, hein, on n'est pas très loin de la mécanique, enfin, de la physique quantique. Pour étudier l'infiniment petit, en fait, je dois le bombarder de photons, sinon je ne peux pas le voir, en fait. Enfin, photon, vous Mmh. savez, c'est le grain de lumière. Oui. Hein. D'accord, la particule de lumière. Et en fait, à partir du moment où je bombarde de photons l'infiniment petit, en fait, j'en modifie la substance. Et Mmh. finalement, vous avez le même sujet en matière d'organisation humaine. Je donne un exemple. J'ai un staff room avec des tonnes de collaborateurs. Je mets des caméras aux quatre coins. Donc, je vais observer, en fait. Et le fait d'observer, je vais modifier la façon dont les gens vont se comporter. En fait. Mmh. Et en fait, vous avez tous ces sujets-là. Et donc, c'est intéressant, finalement, quand même, d'aborder les sujets aussi sous ce type d'angle-là, en disant, mais en fait, voilà, et finalement, auditer quelque part la RSE, vous modifiez la substance de la façon dont l'entreprise va bosser. Donc, c'est ce point de D'accord. vue-là quand même intéressant. OK. Hem, Quels sont les principaux défis que tu peux rencontrer lors des premières missions, d'assurance, en durabilité? Alors déjà, il faut vendre la mission. Ouais. En fait, le problème qu'il y a eu là, le problème qu'il y a eu, je pense au début, c'est que ça a été très mal communiqué quelque part. En fait, ça n'a Mmh. pas été communiqué comme une approche stratégique en disant finalement, on va vous aider à faire les choses mieux. Ça a été communiqué comme il faut faire le truc, vous n'avez pas le choix, sinon ça va être horrible, il faut être compliant sur tout, etc. Et en fait, le problème, c'est que ça, ce discours-là, euh, il a du mal à passer, en fait, surtout dans un contexte économique où les confrères, bah, voilà, ils ont du mal à vendre des missions et puis les clients, ils ont du mal à payer les missions, quoi. Et donc, Mmh. je pense qu'il faut l'aborder complètement autrement. Il faut l'aborder vraiment comme un angle, alors soit sous un côté conseil, en effet, c'est possible, mais moi, je peux faire aussi du conseil, évidemment, dans ce domaine-là, mais il faut vraiment l'aborder sous un angle vraiment stratégique. C'est-à-dire, on est là pour vous aider à réfléchir finalement sur le modèle, vous aider à les faire évoluer, vous aider à trouver éventuellement des alternatives pour que ça fonctionne, les aider sur des sujets peut-être d'innovation, de nouveaux produits, etc. Parce qu'il y a ça aussi, il y a aussi toute Mmh. cette partie innovation qui est sous-jacente. Hein,
le principe de la RSE, on ne pourra pas imposer aux gens de réduire finalement leur fonctionnement. Enfin, c'est l'exemple de la voiture électrique. Je ne sais pas pour certains, vous avez des voitures électriques, mais c'est compliqué d'aller expliquer que vous allez acheter une voiture 2 fois plus chère, qui va faire 2 fois moins de kilomètres. Alors bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il y a quand même un petit peu des limites à ça. Alors, je ne dis pas que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts, mais il y a des limites à tout ça. Et c'est vrai que ça passera aussi par des sujets d'innovation, de R&D, qui permettront finalement, c'est quelque part le progrès scientifique qui va permettre aussi d'apporter finalement des composantes supplémentaires, des alternatives finalement au sujet. C'est compliqué de dire, voilà, franchement, je mets à votre place, bagnole, voilà, vous avez payé 25 000 euros, vous allez faire 1000, avec un plein, vous allez faire 1000 bornes, et on va vous dire maintenant, il faut acheter une voiture à 50 000 euros, voilà, plus éventuellement un fils pour la batterie, etc. Enfin, à une époque, c'est un peu comment c'était comme ça, maintenant, la voiture avec la batterie. Mais en fait, vous allez faire 400 km. Et bah, bizarre votre truc. Puis vous allez faire surtout 2 heures la queue pour faire votre plein électrique. Ben, c'est en fait, il faut aussi, quelque part, la R&D, pousser finalement à l'innovation, pousser à la R&D, ça fait partie des sujets qui sont aussi extrêmement importants. Et voilà, pour info, il y a un groupe de travail au niveau de l'ordre qui traite de ces sujets-là, sur les sujets d'innovation, notamment d'accompagnement d'entreprises innovantes, qu'on va dire uniquement de start-up, mais pas que. Mais c'est vraiment des sujets importants parce que ça passe par là aussi. Et donc, c'est important pour nous aussi, en fait, je pense, en tant qu'auditeur ou en tant que conseil expert comptable, mais de se placer finalement à un niveau un petit peu au-dessus et d'accompagner nos clients aussi sur un petit peu des sujets stratégiques, quoi. Même les petits clients. C'est ça aussi le truc, c'est que les petits clients, ils n'ont pas les moyens de se payer des Bain, des BCG, des machins, des grands cabinets, des McKinsey. Mais par contre, que les experts comptables, les commissaires comptes puissent au moins les faire réfléchir en fait sur leur modèle. En disant, mais attendez, là, il y a peut-être des trucs à aller chercher en termes d'innovation, de trucs qui vont peut-être faire évoluer vos modèles, qui à terme vont faire évoluer votre modèle économique, vous allez produire mieux. Moi, je suis toujours à dire qu'il faut fabriquer mieux, produire mieux. En fait, c'est ça le sujet. Ok. Donc, au-delà de la certification pure du rapport de durabilité, tu dis que le rôle du commissaire aux comptes, c'est aussi de faire réfléchir justement les entreprises. Ah bah, je pense que le rôle du commissaire en compte, oui, il y a une dimension pédagogique, didactique dans nos interventions qui est pas du conseil, qui est de dire, bah, en fait, là, c'est quand même pas terrible, on va essayer de vous aider. Quand on fait des recommandations sur le contrôle interne, sur le machin, etc., c'est bien ça qu'on fait. Oui. On est bien là à dire, bah, attendez, là, en fait, il y a quand même des imperfections, ça peut à terme générer des risques, c'est ça le contrôle interne, des risques de fraude, de machin, tout ce qu'on veut. On est là justement pour vous les mettre en avant et vous dire, bah, en fait, il faut peut-être envisager de trouver des solutions, mettre en place une cybersécurité à minimum, mieux organiser votre séparation des tâches pour éviter que le comptable puisse accéder au compte bancaire. Enfin voilà, c'est finalement quelquefois des trucs assez basiques, mais qui permettent. Et en fait, selon moi, sur la RSE, on peut avoir en effet la même réflexion, quoi, en disant, bah, attendez, finalement, il y a peut-être des choses à faire pour faire évoluer votre modèle, peut-être vendre des choses un petit peu autrement, trouver d'autres biais, profiter des éventuelles innovations pour améliorer vos process, améliorer vos produits, etc. Je pense que ça fait partie, c'est pas tout à fait. Vous savez que vous avez le même de la RSE dans l'armement. C'est un truc qui m'a fait marrer, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Euh, vous avez des mines RSE, des obus RSE maintenant. D'accord. Alors, ils sont Et qu'est-ce RSE, par exemple, que... les mines, parce qu'en fait, elles ont un temps, actuellement, un des problèmes des mines, comme vous le savez, c'est que des munitions non explosées, c'est qu'elles peuvent rester finalement pendant des décennies, voire des siècles, en fait, elles peuvent rester dangereuses pendant des périodes très longues. On a notamment le problème au Vietnam, mais au Vietnam en particulier d'ailleurs, mais par exemple, vous avez le problème dans le nord de la France, vous avez des endroits qui sont encore pas forcément complètement nettoyé. Moi, enfin, ma mère est bretonne, par exemple, sur une de Sézambre, pour ceux qui connaissent ce coin-là, en face de Saint-Malo,
cette île-là, en fait, ça fait très récemment qu'elle a été complètement nettoyée, en fait. Elle a été bourrée d'obus non explosés. Et donc, vous ne pouviez pas vous balader. Il y avait des sentiers qui avaient été sécurisés. Il ne fallait pas en sortir parce qu'il y avait risque de tomber sur des munitions qui n'avaient pas explosé. Et donc, les munitions RSE, c'est des munitions qui, au bout d'un an, en gros, deviennent inopérantes. D'accord. Donc, quelque part, enfin, vous voyez, quand vous le prenez sur la gueule, l'obus, il vous éclate quand même encore. Hein. Enfin, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'explose pas, qu'il est figé dans le sol, et ben, au bout d'un an, il va perdre sa capacité explosive et du coup, il va devenir un morceau de métal basique. Et disons que ce soit moins dangereux. Là. Ça va peut-être polluer autrement, ça va peut-être poser d'autres problèmes, mais en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous voyez, il y a quand même même dans ces domaines-là, en fait, il y a des réflexions. Vous voyez, même dans ces domaines-là, ils arrivent à avoir des réflexions comme ça. Donc, c'est quand même intéressant. Parce qu'on pourrait dire, non, normalement, il n'y a évidemment pas de sujet. Bah, si, quand même, ils arrivent à trouver des trucs. D'accord. Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as pu avoir comme risque que tu as pu observer dans le domaine de la durabilité? Ah bah, le risque qu'on va, nous, aller rechercher, en fait. Alors, bon, le problème des rapports de durabilité, pour ceux qu'on a déjà vu, c'est qu'il y a plusieurs types d'informations, en fait, à l'intérieur. D'accord? Donc, il y a des informations qui sont, disons, un peu chiffrées, on va dire, qui sont liées par exemple au compte des KPI qui sont déterminés, par exemple, je sais pas, le rapport entre la production, la consommation, par exemple, électrique, et puis la production. Par exemple, je dis, finalement, j'utilise tant d'électricité pour produire 100 euros de chiffre d'affaires. En gros, ça revient à ça. Mmh. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut facilement nous auditer, puisqu'on a les données comptables, le coût de l'électricité, et puis éventuellement, on peut accéder à des données quantitatives qui mesurent le kilowattheure qui ont été utilisés dans l'année, par exemple, dans une période déterminée. Donc ça, c'est des trucs qui relèvent complètement de notre savoir-faire d'auditeur classique, on va dire. Mmh. C'est juste qu'au lieu de compter des euros, on va compter des kilowattheures, mais en réalité, c'est la même démarche intellectuelle. D'accord? Donc ça, ces trucs-là, il n'y a pas de problème. Puis après, et ça, c'est environ une trentaine de pourcents, 25% des informations. Tout le reste des autres informations, en réalité, c'est de la prose. C'est du rédactionnel Mmh. et du qualitatif. Et là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Vous savez, c'est comme quand on fait les vérifications spécifiques, là, pour ceux qui font Ouais. du connaissance. Quand on lit un rapport de gestion ou un rapport, en fait, il y a des informations chiffrées qu'on va valider avec les comptes, par exemple. Et puis après, il y a toutes les autres informations rédactionnelles où on va vérifier, on va dire qu'elles sont cohérentes, qu'on ne raconte pas complètement n'importe quoi. Si on vous dit, voilà, si on vous écrit le chiffre d'affaires a progressé de 25%, et puis que quand vous regardez les comptes, c'est moins 7%, vous allez dire, je ne comprends pas, il faut m'expliquer, parce qu'en fait, oui, mais en fait, voilà, c'est pas. Enfin, en tout cas, il va falloir m'expliquer comment vous pouvez affirmer ça versus ce qu'on voit en réalité. D'accord? Et en fait, tout le problème qu'il y a avec ça, c'est que sur la partie durabilité, je dirais que c'est encore plus compliqué que sur un rapport de gestion, où il y a quand même un certain nombre de choses qui sont théoriquement déterminées, puisque vous savez, les rapports de gestion, il y a des informations qui doivent être présentes à l'intérieur, donc c'est quand même assez cadré, on va dire, même si on peut rajouter de la prose entre les trucs, mais en gros, c'est cadré. Alors que le rapport de durabilité, en fait, notamment sur la DPF, la version ancienne, on pouvait mettre un peu ce qu'on voulait, en fait. Il n'y a pas de normes. C'est pour ça que la CSRD, à partir du moment où elle a normalisé, en fait, tous les trucs à discloser, là, tous les trucs, les fameux data points, elle a permis, en effet, d'expliquer, de dire, voilà, en fait, ces informations-là, elles doivent être tirées de ça, et elles viennent comme ça, elles sont déterminées comme ça. Et y compris certaines informations qualitatives. Donc, ça permettait de mettre un cadre, en fait. Mais ce n'est pas pour ça que c'est si simple, parce que, vous voyez, quand vous écrivez, on a le projet de faire quelque chose dans le rapport, pour nous, c'est compliqué de se projeter, en fait. Ouais. Et on ne peut que raisonner en cohérence. Je donne un exemple tout bête. Dans le rapport de durabilité, on m'écrit, voilà, on va verdir notre flotte automobile, on va passer au véhicule électrique. L'objectif, c'est que 90% des véhicules soient électriques en 2030. Par exemple. Parfait.
si je regarde la compta et que je vois ce qu'ils ont acheté, dans les renouvellements des crédits beaux de véhicules ou les achats, ils ont fait en direct, s'ils ont acheté que des véhicules diesel à aujourd'hui, je vais dire, bah, attendez, je ne comprends pas bien, en fait. Je ne Mm. comprends pas bien ce que vous me racontez, en fait. Voilà, en fait, j'ai un problème de cohérence, en fait, en ce que vous écrivez et l'objectif RSE vous êtes fixé, qu'après vous avez indiqué dans votre rapport, versus ce qui se passe en réalité. Là, on n'est pas très loin de 2030, vous avez acheté des trucs, je sais que votre période d'amortissement, c'est par exemple 5 ans. Je vois pas bien comment vous aurez verdi votre truc en 2030 si vous commencez pas maintenant, en fait. Je pense que au niveau de la trajectoire, on va avoir un problème, en fait. En fait, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, c'est quand même une part d'appréciation dans tout ça, parce que du coup, il y a un côté un peu, je comprends pas ce que vous me racontez, en fait. Il n'y a pas les faits qui sont en face de ce que vous racontez, en fait. Il n'y a pas la trajectoire. Je ne vois pas bien comment vous pouvez vous inscrire dans une trajectoire vertueuse si il y a un problème de cohérence globale, en fait. À ton avis, pourquoi est-ce qu'un jeune professionnel devrait s'intéresser dès maintenant à l'audit de durabilité? En fait, je vais plutôt retourner la question. Est-ce que ce que je vous ai dit là, est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous voyez peut-être le métier dans un sens un petit peu différent? C'est ça la question. En fait, on est interrogé de la même façon. Comment est-ce qu'on Mm. fait pour produire mieux? En fait, c'est ça la question. Donc, si Mm. vous voulez produire mieux, si vous voulez faire votre métier mieux, apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients, les aider, y compris peut-être les accompagner dans certains cas sur des impulsions stratégiques, des choses comme ça, etc. Qui est une façon de garder les clients aussi, hein, parce que faire de la saisie ou faire des payes, alors bon, il y en aura de moins en moins avec la facture électronique, mais et en fait, justement, la facture électronique, comme ça va limiter tous ces sujets de saisie théoriquement à terme, je pense qu'on aura du bon métier. Nous, on doit se positionner à un niveau au-dessus, en fait. On doit remonter d'un cran. Et Mm. donc, moi, je suis persuadé que la durabilité, ça donne justement cette démarche, cette réflexion, cette curiosité intellectuelle, cette souplesse de raisonnement, etc., qui permet d'apporter finalement un conseil et d'orienter nos clients, de les aider finalement à réfléchir sur eux-mêmes, sur la façon dont ils produisent, la façon dont ils travaillent, de façon à améliorer leur process et leur fonctionnement, leurs produits, etc. Donc, moi, je suis persuadé que ce sera indissociable de nos métiers, en fait. Et tu penses que Et du ça coup, il y ouvre aurait voilà, une culture générale supplémentaire, etc. Ça donne un niveau finalement de réflexion qui va très au-delà de juste les comptes, en fait. Je rappelle qu'une entreprise, c'est des comptes, mais pas que. C'est aussi une micro-société, un micro-environnement avec des gens différents, etc. Donc, c'est bien aussi, c'est l'appréciation de ça qu'on apprend à comprendre, en fait. On étudie finalement comment marche l'organisation, comment ça fonctionne avec des gens différents. Et donc, c'est aussi cette dimension-là qu'on intègre. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est quand même pas inintéressant. Vous voyez, moi par exemple, j'ai vécu, enfin, je ne sais pas pour certains, mais moi j'ai vécu la période du Covid pendant en gros 1 an et demi. Enfin, on a dû faire de l'audit en mode quand même extrêmement dégradé. Mm. Euh, Moi, j'ai trouvé ça terrible parce que, en fait, moi, j'aime bien aller voir les boîtes, quoi, discuter avec les gens. Et quand on va dans la boîte, on voit les gens, on voit le climat social, on se rend compte si les gens ont envie de travailler ensemble, s'il y a des gros. Enfin, ça permet, on voit assez vite la santé de la boîte, en fait, quand on va sur place. Mm. Quand on va pas sur place, c'est compliqué, hein. Alors, bon, parfois, on connaissait la boîte avant, mais c'est pas pareil. On n'a pas ce truc-là. Voilà, on voit comment les gens se comportent, s'ils ont l'air impliqués, s'ils ont l'air contents d'être là, s'il y a une espèce d'amitié, un peu de camaraderie, enfin, comment ça marche en fait. Et Mm. je trouve que c'est très très important. Et ça, cette dimension-là, pour moi, elle fait partie de la RSE en fait. Et finalement, on approche la partie de l'entreprise, de nos clients finalement, en tant qu'organisation humaine, en tant que micro-société, je veux dire, qui a ses propres usages, ses propres règles. Et ça permet finalement de se faire une opinion qui va au-delà de juste les comptes, quoi. D'accord. Donc tu penses qu'il y aurait un avantage pour les jeunes justement qui vont se lancer à faire de l'audit
de Moi, l'intéressé je, pour leur moi carrière. je pense, mais c'est un investissement, hein, comme j'ai dit, hein, ça demande quand même un petit peu d'investissement. Donc, c'est sûr qu'il faut, enfin, il faut à un moment donné, ben, un investissement, faut qu'on puisse le rentabiliser, quoi. Alors, le rentabiliser, c'est aussi intellectuel, hein, mais bon, à un moment donné, il faut aussi bouffer, donc il faut aussi pouvoir quand même vendre l'émission, on va dire. Enfin, je sais pas comment Mm. dire ça. Vas-y. Mais voilà. Mais c'est sûr que ça demande vraiment un niveau d'implication et un niveau de réflexion. Ouais, enfin, c'est très satisfaisant, mais ça demande une acuité intellectuelle, on va dire, un petit peu particulière. En fait, Est-ce que tu peux nous parler un peu du stage justement pour devenir CAC vert? bon, la clause du grand-père, hein, enfin, c'était une façon d'amener le truc, voilà, hein, mais il y a beaucoup de confrères qui l'ont fait, environ 5, quasiment 4-5 000 confrères. Faut pas te leurrer, hein, avec les relèvements de seuil sur la CSRD, etc., il y aura un peu de reporting volontaire, mais il ne faut pas se leurrer, il n'y aura pas d'émission pour tout le monde. Mm. Pas penser que c'est comme ça que ça va fonctionner. En tout cas, dans un avenir proche. Maintenant, je pense que je vous dis, moi, je pense qu'on aura quand même une connexion finalement avec la compta classique assez rapidement. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut être CAC vert? Oui, parce que ça donne une corde supplémentaire à son arc, hein, on va dire ça comme ça, mais en réalité, on peut très bien travailler, ça permet de signer des rapports, etc. Mais je pense que ça donne surtout, même pour un CAC vert, même pour un CAC bleu, finalement, cette ouverture d'esprit supplémentaire, l'appréhension finalement des sujets scientifico-sociétaux, on va dire ça comme ça, qui permet en effet de faire le métier un petit peu autrement, d'apporter quelque chose en plus. En fait. Donc voilà, donc maintenant, pour ceux qui le souhaitent, être CAC vert, c'est pas. J'ai eu une consoeur tout à l'heure, une jeune consoeur en ligne là, sur un sujet, un dossier. Elle me disait, ah ben, j'étais pas CAC et je me suis inscrit comme CAC pour être CAC vert, justement, parce que ça m'intéresse. Alors que CAC bleu, en fait, ça m'intéressait pas. Donc, je m'étais pas inscrit à la compagnie. Et en fait, du coup, elle s'est réinscrite à la compagnie pour être CAC vert, en fait. Mm. Voilà. Donc, le stage, hein, je vous rappelle, c'est 8 mois à faire dans un cabinet qui a des CAC verts, évidemment. Mm. Idéalement en faisant quelques missions liées à la durabilité quand même, tant que faire, si on peut. Mais il n'y a pas d'obligation, donc c'est là que c'est un peu bizarre. Et il y aura une épreuve à la fin, spécifique en fait pour le CAC vert. Voilà. D'ailleurs, je suis membre du jury. Ça intéresse. Donc, on commence à concevoir On a une première réunion là, dans quelques jours là, pour commencer à concevoir les épreuves. Voilà, pour info. Est-ce que tu vas en profiter pour nous parler justement un peu des travaux que mène la commission? Alors, la commission à Versailles, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gros sujets, disons, de compliance, de lobbying qui peuvent être faits au niveau de la Commission européenne, des instances internationales, ça, c'est réalisé en fait au niveau de la compagnie nationale. D'accord? Donc, il y a une Mhm. commission de durabilité au niveau national, dont je fais partie, qui travaille beaucoup sur les sujets, qui produit les supports de visa durabilité, les supports de formation, etc. Donc là, on est sur des niveaux, donc alors c'est beaucoup des filles, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, qui sont beaucoup issues du grand cabinet quand même, qui sont brillantes, mais qui sont très enfin, on est vraiment sur des sujets très de compliance, etc. Donc c'est quand même un petit peu ardu, on va dire, à suivre. Il faut vraiment être au fait des sujets pour suivre un petit peu les débats. Donc voilà, mais ça fait partie du truc. Donc au niveau des compagnies régionales, et la compagnie de Versailles a toujours souhaité être un petit peu en avance, on va dire, parmi les autres compagnies régionales, on a plutôt essayé d'appréhender le sujet de façon un petit peu différente. Donc on travaille, moi je travaille pas mal sur monter des événements, notamment avec des chefs d'entreprise. Donc j'en ai fait un à Orléans, je ne sais pas pour certains peut-être y étaient, et on en a fait un à Tours et on en a fait un à Versailles. Je vais probablement en organiser un d'ici la fin de l'année là sur les Hauts-de-Seine, je pense, côté de la Défense, Courbevoie. L'idée, c'est des formats de 2 heures environ et de faire parler des chefs d'entreprise qui sont allés sur la RSE et expliquer finalement quelles ont été leurs difficultés, mais aussi finalement ce qu'ils en ont tiré, quoi.
et comment finalement ça a fait évoluer leur modèle, comment ils recrutent maintenant, est-ce que ça a changé en termes d'attractivité, est-ce que leur boîte est devenue plus attractive, est-ce que ça a communiqué mieux, est-ce que ça leur a permis de développer de nouveaux marchés, de nouveaux produits, etc. Donc en fait, j'essaie de les faire parler sur ces sujets-là et sans cacher les difficultés. L'objectif, c'est pas de dire non, non, tout est beau, tout est vert, tout est fantastique, pas du tout. C'est au contraire de les faire parler sur les réflexions qu'ils ont menées, les difficultés, les doutes qu'ils ont eus pour mener à bien finalement leur projet et comment finalement ils en tirent maintenant un petit peu les fruits. Donc, habituellement, c'est des gens qui ont un certain niveau de maturité, mais c'est intéressant. Et donc là, après, on essaie de faire parler des confrères dans des commissaires aux comptes finalement pour dire finalement on peut vous accompagner, c'est un peu ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous, sur ces sujets-là pour vous aider finalement à aller encore plus loin finalement dans vos réflexions, etc. Donc ça s'adresse plutôt à des chefs d'entreprise plutôt de taille modeste, pas forcément des grandes entreprises évidemment, et éventuellement à quelques confrères. Souvent, quelquefois il y a un confrère qui vient, alors soit expert comptable, soit commissaire compte, qui vient et qui emmène éventuellement un de ses clients ou plusieurs de ses clients. C'est un peu ça le truc. Mais l'idée, c'est ça, c'est plutôt de se mettre sous un angle finalement assez pragmatique en disant finalement montrer un peu l'expérience utilisateur, en fait. C'est un peu ça l'idée. Donc, ça a l'avantage d'être. Bon, on rentre pas dans les sujets. Moi, je rentre pas dans les sujets du tout de compliance, de dire faut faire ça comme ça. Si vous êtes CSRD, vous allez faire un rapport de durabilité compliance CSRD, il faut faire ça, ça, ça. C'est pas du tout le sujet. Là, on essaie vraiment de se mettre au niveau finalement des gens et de les aider finalement à gagner en maturité. Donc ça, c'est un premier truc. Un second truc, c'est aussi d'être force de proposition pour la compagnie nationale. Donc j'ai la chance à la compagnie de Versailles, comme vous savez, il y a quand même des gens de bon niveau parce qu'il y a tous les grands cabinets, il y a des cabinets. La compagnie de Versailles est très grande, hein, donc il y a à la fois des gens de la Défense, puis en même temps des gens de Chartres ou d'Orléans. Donc c'est à la fois des confrères qui sont sur des zones très rurales dans certains cas ou périurbaines, et puis en même temps des gens qui sont très impliqués finalement sur l'Ouest parisien. Donc on a finalement deux mondes qui sont assez différents, mais l'idée c'est de les faire travailler ensemble justement sur les sujets. Et c'est vrai qu'un confrère par exemple de Bourges, il n'a pas la même vision de la durabilité qu'un confrère de la Défense. Mais justement, l'idée c'est de les faire travailler ensemble, de les faire réfléchir ensemble. Donc ça c'est le deuxième sujet. Donc souvent on fait un point d'actualité, on fait un point finalement sur les événements locaux qu'il y a pu avoir, parce qu'il n'y a pas que la compagnie non plus qui fait des événements locaux sur la durabilité, donc c'est ça. Et puis j'ai la chance d'avoir dans la commission des gens très brillants, et notamment des gens de grands cabinets, mais pas que. Là, par exemple, il y a un confrère là, qui est universitaire, qui est prof d'université en Italie aussi, qui est un type très, très intéressant, et qui, dans le cadre d'un de ses mémoires, là, a fait tout un sujet sur les normes de durabilité chinoises. Et donc, on va monter un processus, justement, alors peut-être qu'il sera repris d'ailleurs au niveau national, on verra, justement d'essayer de mettre en place un système un peu de suivi, finalement, de comparaison et d'événements, finalement, autour de l'analyse comparée, finalement, des schémas de durabilité, des normes de durabilité applicables entre la Chine, l'Europe, éventuellement d'autres pays. Je pensais à l'Australie aussi, par exemple. Les États-Unis, actuellement, ils ont un peu mis le... Ouais. Ils ont un peu arrêté, mais voilà, mais de voir finalement comment ça fonctionne, sachant que ce qu'il faut comprendre avec ces normes-là, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet d'accès au marché, c'est qu'en fait, c'est aussi un élément d'attractivité. C'est que les Chinois, ils ont fait des normes qui sont connectées avec leur façon de raisonner. Donc, il y a quand même un côté social, sociétal dans tout ça, psychologique d'une nation, on va dire, qui est important. Mais il y a aussi la maîtrise des normes. C'est-à-dire qu'à terme, celui qui va maîtriser les normes de durabilité, en fait, il va maîtriser les normes tout court. Donc, c'est quand même un sujet aussi quelque part de souveraineté. C'est pas qu'un sujet juste RSE, en fait. C'est aussi un sujet de souveraineté. Pour ceux, alors vous êtes trop jeunes, mais pour ceux qui vous connaissez les magnétoscopes, enfin, vous n'en avez jamais vu un magnétoscope, pour vous, c'est un truc qui correspond à rien. Moi, quand j'étais tout jeune, un magnétoscope, quand ça a commencé à sortir, ça valait le prix d'une bagnole. Non, je vous le dis, ça valait le prix d'une bagnole.
Et donc, c'était un truc qui était extrêmement... Et à l'époque, par exemple, en Europe, il y avait plusieurs normes qui coexistaient. Il y avait le VHS, vous savez, les cassettes VHS, vous voyez à quoi ça ressemble, je ne sais pas, vous êtes trop jeune peut-être. Et puis, Non, je il y je avait vois. un système français qui était vachement performant, qui s'appelait le Betacam. Et à l'époque, et ben finalement, c'est les Japonais en l'occurrence qui avaient la norme VHS, et c'est le VHS qui était de moins bonne qualité en termes de qualité d'image, mais qui a remporté le truc. Parce que finalement, c'est toujours pareil, en Europe, on avait, le français avait ça, les Allemands avaient autre chose, etc. Donc on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et finalement, les Japonais, entre guillemets, on s'est retrouvés finalement avec cette norme-là internationale. Et finalement, D'accord. les Chinois, là, ils sont en train de faire un peu la même chose. Donc, ils ont fait leurs normes de durabilité à la fois pour que ça leur serve à eux, en termes d'attractivité, d'attractivité, puis finalement de maîtrise finalement des normes, mais ils l'ont fait aussi pour être compliant avec pour accéder à nos marchés aussi. Vous voyez ce Hmm. que je veux dire? Donc, il y a un Ouais. double effet, en fait. Ils ont fait à la fois le truc pour le maîtriser, tout en disant, mais en fait, il faut qu'on soit bien, bien compliant avec ce que veut l'Europe, parce que sinon, on ne pourra pas accéder à leur marché. Donc, ils ont fait un truc, donc c'est assez intéressant. Et donc, on D'accord. fait des choses comme ça. Donc, oui, c'est quand même un niveau intéressant en termes de réflexion. Et Mhm. puis, alors, pour information, on nous a sollicité, moi, on m'a sollicité, on a été sollicité par, donc on a monté cette affaire, enfin, cette formation-là, par la Cour d'appel de Versailles, par les juges, notamment les juges du parquet, donc c'est du procureur général, pour monter une formation à destination des juges, donc des juges des parquets, du ressort de Versailles, pour leur expliquer finalement les enjeux de la durabilité, quels risques ça pouvait induire, etc. Parce qu'ils D'accord. commencent à avoir quand même de temps en temps des actions, des ONG qui attaquent, des sujets de délits environnementaux, etc. Maintenant ils sont plus focus sur les sujets de délinquance liée au trafic divers et puis aux délinquants sexuels, hein, compte tenu de Hmm. l'actualité. Ça fait partie des sujets quand même que, vous voyez, les magistrats étaient. Donc, ils ont été intéressés finalement par finalement ce qu'on leur a expliqué là-dessus, ce que j'essaie de vous expliquer là en fait. Alors, c'était un peu plus normé, on va dire. Hein. Il y avait un mélange compliance et puis explication, mais en fait, vous voyez, donc on fait ce genre de choses. Donc, ça fait des choses assez intéressantes, quoi. Donc, il y a une dimension aussi formation, communication, et puis essayer de monter des événements qui sont un peu originaux, qui permettent voilà, auprès des écoles aussi, il m'est arrivé d'intervenir un petit peu, comme je fais là, en fait. Ouais. École, voilà, université aussi, éventuellement. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de venir avec nous ce soir pour nous parler de tout ça. C'était vraiment très intéressant. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Il faut vraiment l'appréhender. Il ne faut pas se dire c'est ardu, c'est machin, c'est truc. Il faut vraiment l'appréhender comme un truc. Voilà, je ne vais pas utiliser le terme passion parce que c'est un terme qui est un peu fort pour moi, je trouve que c'est adapté, mais il faut vraiment l'appréhender comme un truc vraiment très intéressant qui permet d'ouvrir vraiment le métier très au-delà. C'est-à-dire que je pense que finalement, l'auditeur de durabilité, ça doit être vraiment un professionnel accompli d'entreprise qui finalement peut appréhender l'entreprise dans toutes ses dimensions. Alors, quand même, pour vous donner un exemple, quand même, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi, certains ont suivi le scandale Orpea ou pas? Vous savez, Ouais. maison de retraite, là, hein, tout le Hmm. monde sait bien, l'histoire de maison de retraite, la journaliste qui a écrit un bouquin. Qu'est-ce qui s'est passé sur Orpea? C'est juste pour vous donner, finalement, vous illustrer un petit peu tout ça. Parce qu'on peut dire, bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé sur Orpea, finalement? Parce que il y a eu il y a quand même eu un grand fiasco industriel, on va dire, enfin, qui était. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé sur Orpea, selon vous? Parce que finalement, la DPEF, à l'époque, ils étaient DPEF, elle avait été Hmm. validée par l'OTI, en l'occurrence, c'était Deloitte, enfin, peu importe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, alors, j'essaie de vous donner la réponse. Ce qui s'est passé, selon moi, j'ai lu de la doc, etc., mais moi, ma conclusion en 2 mots, c'est assez simple, c'est que, en fait, ils ont, comment dire, ils ont fait une forme de greenwashing, on va dire, en maquillant quelque part leur modèle économique. Mhm. Donc, je m'explique.
ils ont expliqué quand vous lisiez leur rapport de durabilité, en gros, que voilà, leur objectif, c'était d'aider les petits vieux, de leur apporter la sérénité, le machin, accompagner les dernières années de la vie, machin, etc. Enfin, du violon, quoi. Bref. Dans les parties prenantes, ils se sont plantés. Alors, ils ont fait exprès, je pense, mais on ne va pas démontrer. Ils n'ont pas considéré que les familles des résidents, c'était des parties prenantes. C'est quand même embêtant quand on fait du service à la personne âgée. Ça semble évident comme ça quand on le dit comme ça, mais c'est pas forcément si évident que ça quand on le fait. Et donc, en fait, et leur modèle économique, en fait, à ces boîtes-là, moi je connais un petit peu le sujet, en fait, c'est pas de s'occuper des petits vieux, c'était de faire de l'immobilier et de le faire payer par les petits vieux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Et donc, quand on comprend finalement ça, on comprend que finalement, leur rapport de durabilité, en fait, en réalité, il ne tenait pas vraiment la route. Pourquoi? Parce que le modèle économique, en fait, c'était pas le modèle économique. Ils ne pouvaient pas affirmer leur modèle économique réel, en fait. Donc, ils ont quelque part mis un modèle économique qui était ce qu'il était, voilà, qui n'était pas complètement faux. Mais en fait, quand vous comprenez le sujet, vous comprenez que du coup, ils comptaient les biscottes. Parce que comme ils avaient besoin de pognon pour acheter de l'immobilier, ils comptaient les biscottes. Donc, c'était un des sujets qui avait été mis en avant. Et du coup, on comprend bien finalement le raisonnement. Et c'est pour vous montrer que ces sujets-là, quand on prend un petit peu de recul, ils peuvent être extrêmement douloureux, extrêmement compliqués en fait. C'est que c'est pas juste du gadget, quoi. C'est ça que je veux vous dire. C'est juste vous dire, ça peut être extrême, ça peut être terrible en fait. Les effets peuvent être dévastateurs. Parce que là, ce groupe-là, qui était un groupe important, il a disparu. Alors, il n'a pas disparu, il a été repris, il a changé de nom, etc. Parce que l'État, de toute façon, ne pouvait pas gérer, se retrouver avec 100 000 petits yeux comme ça, du jour au lendemain, sans gestionnaire, c'était beaucoup trop compliqué. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment des sujets qui touchent à la vie des gens, quoi. C'est pas des sujets. Enfin, il faut vraiment les toucher du doigt, quoi. Enfin, c'est une illustration un peu par l'absurde, on va dire, mais sur un truc, sur un risque important. Et ce que je veux dire, c'est que les effets, ils peuvent être bien plus terribles qu'une réserve qu'on a oubliée dans les comptes ou un truc qui est, voilà, une fraude qu'on n'a pas vue, je sais pas quoi. Les effets, ils peuvent être dévastateurs. C'est vraiment des sujets qui peuvent être extrêmement lourds, quoi. Et donc, le risque, c'est ça, en fait. Le risque, c'est de passer au travers en tant qu'auditeur de durabilité d'un truc comme ça. Et donc, merci pour ta présence. Et puis, à la prochaine. à très bientôt.